Il était un millionnaire puissant, habitué à être servi et à exiger le respect. Mais en entrant dans un restaurant modeste pour réclamer le loyer, il s'est arrêté immédiatement. Ses yeux se sont fixés sur une jeune fille, les mains tremblantes. Épuisé, portant un tablier sale et luttant pour porter des assiettes lourdes, il est resté figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Comment cette fille si jeune, au visage marqué par la fatigue, en était-elle arrivée à servir des tables pour survivre? Ce qu'il a découvert ensuite allait changer leur vie à jamais. La pluie de Lyon martelait inlassablement les trottoirs de Montplaisir, ce quartier autrefois ouvrier qui commençait à céder aux sirènes de la gentrification. Julien Bernard ajusta son Burberry d'un geste machinal, tout en observant la devanture modeste du restaurant chez Martine, ses yeux gris acier, habitués à scruter des contrats de plusieurs millions d'euros, s'attardèrent sur la peinture écaillée et l'enseigne défraîchie qui se balançait au gré des rafales. « Monsieur, vous êtes sûr de vouloir y aller en personne ?» demanda Philippe, son chauffeur, tout en maintenant le parapluie au-dessus de la silhouette impeccable de son patron. « Certaines choses méritent qu'on se déplace, » répondit Julien d'une voix aussi froide que la pluie qui les entourait. « Attends-moi ici. » À 48 ans, Julien Bernard incarnait la réussite implacable. Son empire immobilier s'étendait bien au-delà de Lyon, fruit d'un héritage familial qu'il avait décuplé grâce à un sens des affaires aussi brillant qu'impitoyable. Le fils d'Alain Bernard n'avait jamais déçu les attentes paternelles, devenir plus dur, plus calculateur, plus efficace que son père, plus seul aussi, mais ça, ce n'était qu'un dommage collatéral acceptable. La clochette de la porte tinta doucement quand il entra. L'odeur de pain frais et de soupe mijotée lui rappela fugacement la cuisine de son enfance. Avant que les repas ne deviennent des occasions d'affaires, le restaurant était presque vide en ce milieu d'après-midi pluvieux. Une femme d'une 40aine d'années émergea de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, avant de s'immobiliser en reconnaissant son visiteur. « Monsieur Bernard », murmura-t-elle, son visage perdant instantanément ses couleurs. « Madame Lemoine », répondit-il avec un hochement de tête presque imperceptible. « Je crois que nous avons à parler. » La dette n'était pas énorme, 60 000 €, mais dans ce quartier, c'était une somme impossible à réunir pour un petit restaurant familial. Le bâtiment appartenait techniquement à Bernard Immobilier depuis 3 mois, suite au décès du propriétaire précédent, un vieil homme qui avait maintenu des loyers ridiculement bas pendant des années. Julien s'assit à une table du fond, observant Martine Lemoine qui semblait chercher ses mots. Il n'était pas venu pour négocier. Cette visite était destinée à évaluer la propriété, avant de la transformer en quelque chose de plus rentable. « Je vous sers quelque chose », proposa-t-elle, retrouvant un semblant de professionnalisme. « Un café », répondit-il sèchement, sans consulter le menu. C'est alors qu'il la vit, une petite silhouette émergea de la cuisine, portant maladroitement un panier de pain. Elle ne devait pas avoir plus de 9 ans. Avec des cheveux châtains qui tombaient en boucles sauvages autour d'un visage fin et délicat. Ce n'est que lorsqu'elle leva les yeux vers lui que Julien sentit son monde vaciller. Ses yeux, ses pommettes hautes, cette manière de tenir sa tête légèrement inclinée. « Alice », souffla-t-il involontairement. La fillette le regarda avec curiosité, puis s'éloigna pour disposer le pain sur les tables vides. « Votre fille ?» demanda-t-il à Martine qui revenait avec son café, tentant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Oui », répondit-elle simplement, avant d'ajouter. « Elle s'appelle Léa. » Julien but une gorgée de café trop chaud, brûlant sa langue mais accueillant presque la douleur comme une distraction. Comment était-ce possible? Alice était morte. Sa petite sœur, la seule personne qu'il avait sincèrement aimée, avait péri dans cet accident de voiture il y avait maintenant 9 ans, à 23 ans à peine. « Elle est très jeune pour travailler », remarqua-t-il. Cherchant à prolonger la conversation tout en observant chaque mouvement de l'enfant. « Elle ne travaille pas vraiment », dit Martine en toussant légèrement. « Elle aime aider. » La toux de Martine s'intensifia, devenant une quinte difficile à contrôler. Julien remarqua alors sa maigreur, les cernes profonds sous ses yeux, cette pâleur qui n'était pas seulement due à sa présence intimidante. « Ça va, maman ?» demanda Léa, s'approchant avec un verre d'eau. Le geste était empreint d'une maturité troublante. La fillette frotta doucement le dos de Martine, attendant patiemment que la crise passe. Ses yeux croisèrent ceux de Julien. Et pendant une fraction de seconde, il eut l'impression qu'elle voyait directement à travers lui. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Jules.
lui avait dit Claire, 15 ans plus tôt, lors de leur dernière dispute. Ce monde que ton père a créé, il vous détruit tous les deux. Claire. Son fantôme le hantait encore. Tout comme celui d'Alice, elle était partie cette nuit-là, enceinte de leur enfant, partie sans laisser d'adresse, juste une lettre qu'il avait lue et relue jusqu'à ce que le papier devienne aussi fragile que ses souvenirs. « Je reviendrai la semaine prochaine », annonça-t-il abruptement en se levant, laissant un billet de 50 € pour un café à 2 €. « Nous discuterons des options concernant votre situation. » Il sortit sans attendre de réponse. La pluie ayant redoublé d'intensité, dans la voiture, il resta silencieux, ses pensées tournoyant comme les feuilles mortes emportées par les rafales d'automne. Au bureau, ordonna-t-il sèchement à Philippe. Mais une fois arrivé à l'imposante tour Bernard qui dominait le quartier d'affaires, Julien ne put se concentrer sur aucun dossier. Les yeux de la fillette le hantaient. Cette ressemblance impossible, il congédia sa secrétaire plus tôt, prétextant une migraine. Une fois seul, il déverrouilla le tiroir inférieur de son bureau et en sortit un vieux cadre photo. Alice lui souriait, capturée dans l'été de ses 20 ans, avant que tout ne bascule. Julien n'était pas homme à croire aux fantômes ou aux coïncidences. Son père lui avait appris que dans les affaires, les coïncidences coûtaient cher. Cette ressemblance exigeait une explication. Il prit son téléphone personnel et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 3 ans. « Jean, c'est Bernard. J'ai besoin de tes services. Oui, c'est personnel, très personnel. » Jean Clément avait été policier avant de devenir investigateur privé. Il était l'un des rares hommes que Julien respectait, peut-être parce qu'il était impossible à corrompre. « Je veux tout savoir sur Martine Lemoine et sa fille Léa, tout, » précisa Julien. « Et je veux que tu reprennes le dossier de l'accident d'Alice. Je crois que mon père a fait classer l'enquête trop rapidement. » En raccrochant, Julien se rendit compte qu'il tremblait légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait autre chose que la froide détermination qui guidait habituellement ses journées. C'était un mélange d'espoir et de terreur, l'intuition que ce qu'il allait découvrir changerait irrémédiablement sa vie. La pluie s'était arrêtée quand il quitta finalement son bureau. Lyon s'illuminait pour la nuit, les reflets sur la Saône dessinant des arabesques dorées. Julien resta un moment immobile devant les grandes baies vitrées de son bureau. « Qu'est-ce que tu me caches, Alice ?» murmura-t-il à sa propre réflexion. Et qui est vraiment cet enfant ? La réponse, il le savait, se trouvait quelque part entre les ombres du passé et cette petite fille, aux yeux trop anciens pour son âge. 3 jours après sa visite au restaurant, Julien fit tourner entre ses doigts la carte de visite défraîchie de Jean Clément. Il se tenait debout devant les grandes baies vitrées de son penthouse, contemplant Lyon qui s'éveillait dans la brume matinale. La sonnerie de l'interphone le tira de ses pensées. « Monsieur Clément est arrivé, monsieur », annonça la voix discrète de sa gouvernante. « Faites-le monter. » Jean Clément n'avait pas changé, toujours cette même silhouette trapue, ses cheveux poivre et sel coupés courts. Ce regard qui semblait tout analyser, à 57 ans, l'ex-policier portait ses années d'enquête comme d'autres portent des médailles, invisible mais toujours présente. « Du café ?» proposa Julien. « Volontiers. Noir », répondit Jean en s'installant sans attendre d'invitation. C'était leur rituel depuis toujours. Ces 2 hommes que tout opposait partageaient une forme de respect mutuel, née d'une franchise rare. « Alors ?» demanda Julien. Une fois les politesses d'usage expédiées, Jean sortit une enveloppe Kraft de sa sacoche élimée. « Martine Lemoine, 43 ans, infirmière de formation, reconvertie en restauratrice il y a environ 8 ans. Pas de casier, pas de dette hormis celle contractée auprès de votre société, veuve selon son dossier fiscal, mais je n'ai trouvé aucune trace d'un mariage en France. » Il fit glisser une photo de surveillance montrant Martine ouvrant son restaurant à l'aube. Quant à la petite, Léa Lemoine, officiellement née le 17 mai 2016 à Marseille, sauf que Jean laissa sa phrase en suspens, observant attentivement la réaction de son client. Sauf que, répéta Julien, sentant son cœur accélérer malgré lui, sauf que j'ai épluché les registres. Aucune Léa Lemoine née ce jour-là à Marseille, ni le jour d'avant, ni celui d'après. Le certificat de naissance existe dans le système, mais il a été enregistré rétroactivement, 3 mois après la date présumée de naissance. Julien resta impassible, mais ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur sa tasse de café. « Continue. » J'ai remonté la piste. Martine travaillait avant comme infirmière privée. Et devine pour qui ?
Les Lefranc, murmura Julien, le nom lui écorchant presque les lèvres. Jean leva un sourcil surpris. Exact. Comment le savais-tu? Une intuition, répondit évasivement Julien. Quoi d'autre? J'ai repris le dossier de l'accident de ta sœur, et là, c'est un vrai nid de vipères. Jean étala plusieurs documents sur la table basse, dont des photos d'une voiture accidentée, la BMW d'Alice Bernard. Selon le rapport officiel, Alice a perdu le contrôle dans un virage sur la route de Provence. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'embraser. Le corps, enfin, ce qu'il en restait était carbonisé au point que l'identification n'a été possible que grâce aux analyses dentaires. Je connais cette version, coupa sèchement Julien, les souvenirs ravivant une douleur qu'il croyait endormie. Qu'est-ce qui ne colle pas? Tout. Jean sortit un autre document. J'ai retrouvé l'expert automobile qui a examiné l'épave. Il avait noté des incohérences, mais son rapport complet n'a jamais été versé au dossier. Les freins avaient été altérés. Julien, ce n'était pas un accident. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Dehors, le brouillard s'accrochait aux tours de verre et d'acier, comme pour voiler la vérité qui émergeait peu à peu. Et il y a autre chose, poursuivit Jean. Le corps? Quoi? Le corps? La voix de Julien trahissait maintenant une tension palpable. Les dossiers médicaux indiquent que les dents comparées pour l'identification appartenaient bien à Alice, mais il existe un rapport préliminaire qui mentionne que la taille du corps retrouvé était inférieure à celle d'Alice d'environ 5 cm. Ce rapport a disparu du dossier officiel. Julien se leva brusquement et alla se resservir un café pour masquer son trouble. Les implications étaient vertigineuses. Tu es en train de me dire que le corps dans cette voiture n'était pas celui d'Alice. Je dis que c'est une possibilité qui mérite d'être creusée, d'autant plus quand on connaît l'histoire entre les Bernard et les Lefranc. L'empire Bernard s'était en partie construit sur les ruines de celui des Lefranc. 20 ans plus tôt, Alain Bernard avait orchestré une OPA hostile qui avait réduit à néant la fortune de Don André Lefranc. L'opération avait été minutieusement planifiée par Julien lui-même. Alors jeune loup aux dents longues désireux de prouver sa valeur à son père. « Don André est mort il y a 5 ans, murmura Julien. Plus pour lui-même que pour Jean. Oui, mais son fils Damien est bien vivant, et d'après mes sources, il a juré de venger son père sur son lit de mort. Jean sortit une dernière photo, montrant un homme élégant d'une 40aine d'années. Damien Lefranc a repris des études de droit après la chute de sa famille. Il s'est spécialisé dans les litiges immobiliers. Devine qui est son principal client aujourd'hui. Laisse-moi deviner, Duval Construction, répondit Julien, citant son principal concurrent. Jean hocha la tête. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit. Julien contempla les documents étalés devant lui, les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit. Une dernière chose, ajouta Jean en sortant un croquis de son dossier. J'ai fait un tour au restaurant hier. La petite Léa dessinait pendant que sa mère préparait la salle. Quand je suis partie, elle a oublié ceci sur la table. Le dessin représentait une grande maison, qui ressemblait étrangement au manoir familial des Bernard. Une propriété où Julien ne mettait plus les pieds depuis des années. Dans le jardin, une silhouette féminine aux longs cheveux flottants semblait danser sous un arbre en fleurs. « Elle n'a jamais mis les pieds chez toi, n'est-ce pas ?» demanda Jean doucement. « Jamais », confirma Julien, la gorge soudain sèche. Il congédia Jean après lui avoir demandé de poursuivre ses investigations, notamment sur le lien entre Martine et les Lefranc. Une fois seul, il ouvrit le coffre-fort dissimulé derrière un tableau et en sortit une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis près d'une décennie. À l'intérieur se trouvaient les effets personnels d'Alice récupérés après l'accident. Un bracelet, un carnet et quelques photos, il feuilleta le carnet, redécouvrant l'écriture fine et penchée de sa sœur. Alice y parlait souvent de ses visions, ces impressions étranges qu'elle avait parfois de voir au-delà. Leur père avait toujours méprisé ce qu'il appelait des divagations mystiques. Forçant Alice à cacher cette partie d'elle-même, une photo particulière attira son attention. Alice souriante, aux côtés d'une jeune femme que Julien reconnut immédiatement. Martine Lemoine, plus jeune, mais indéniablement elle. Au dos de la photo, une inscription. « Avec Martine, ma confidente et gardienne des secrets. Clinique Les Oliviers, 2014. » Julien sentit un frisson parcourir son échine. Les Oliviers était une clinique privée appartenant aux Lefranc, où Alice avait fait un stage pendant ses études de psychologie. Juste avant d'abandonner cette voie sous la pression paternelle,
Il s'apprêtait à appeler Jean pour lui communiquer cette découverte quand son téléphone sonna. C'était son assistante. « Monsieur Bernard, une Madame Colette vient d'appeler. Elle dit que c'est à propos de Madame Lemoine. Apparemment, elle a fait un malaise et a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot. Sa fille est toute seule au restaurant et... J'arrive, coupa Julien, déjà en mouvement vers la porte. En descendant dans le parking souterrain, il ne put s'empêcher de penser que les fantômes du passé venaient de trouver un moyen de ressurgir dans sa vie bien ordonnée. Et avec eux, des questions qui exigeaient désormais des réponses. Le couloir aseptisé de l'hôpital Édouard Herriot résonnait du bruit caractéristique des semelles en caoutchouc sur le linoléum. Julien avançait d'un pas décidé, ignorant les regards curieux du personnel soignant. Son costume Armani et son allure d'homme pressé détonnaient dans cet univers de blouses blanches et de patients en pyjama. Madame Lemoine, chambre 304, service pneumologie, lui indiqua une infirmière à l'accueil sans même qu'il ait besoin de préciser sa demande. Devant la porte entr'ouverte, il s'arrêta net. Une voix d'enfant lui parvenait, douce et mélodieuse, lisant avec application ce qui semblait être un conte. Et la princesse dit au dragon : « Je n'ai pas peur de toi. Ton feu ne peut pas brûler qui a déjà traversé les flammes du chagrin. » Julien poussa doucement la porte. Léa était assise sur une chaise trop haute pour elle, ses jambes se balançant dans le vide, tandis qu'elle tenait un livre aux pages jaunies, près d'elle, allongée sous des draps d'un blanc immaculé. Martine semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Son teint cireux et ses joues creusées parlaient mieux que n'importe quel diagnostic. La petite fille leva les yeux vers lui et, sans manifester la moindre surprise, lui sourit comme si elle l'attendait. « Bonjour, monsieur Bernard. Maman dort un peu », chuchota-t-elle en posant un doigt sur ses lèvres. Il fut frappé par cette maturité tranquille, si semblable à celle d'Alice enfant. Sa sœur avait toujours eu cette faculté déconcertante d'accepter les situations difficiles avec une sorte de sérénité ancienne. « Depuis quand est-elle ici ?» demanda-t-il à voix basse en s'approchant du lit. « Depuis hier soir, elle toussait beaucoup, et puis elle n'arrivait plus à respirer, » expliqua Léa, ses petits doigts lissant nerveusement la couverture. « Le docteur a dit que son poumon est très malade. » Julien regarda plus attentivement les appareils autour du lit, les tubes d'oxygène, la perfusion. Sur la tablette de chevet, plusieurs boîtes de médicaments étaient alignées avec une précision maniaque. « Et tu es restée ici toute la nuit ?» Léa hocha la tête. « Madame Colette est venue, mais elle devait s'occuper de ses petits-enfants. Le médecin a dit que je pouvais rester si j'étais sage. » À cet instant, Martine s'agita, ouvrant péniblement les yeux. Son regard fiévreux passa de sa fille à Julien, une lueur de panique traversant fugitivement ses traits tirés. « Vous » commença-t-elle, avant qu'une quinte de toux ne la secoue violemment. « Ne parlez pas » l'interrompit Julien en appuyant sur le bouton d'appel. « Je vais chercher une infirmière. » Quand il revint quelques minutes plus tard, accompagné d'un médecin, Léa avait été emmenée à la cafétéria par une bénévole. Le diagnostic tomba avec la froide précision d'une lame, cancer du poumon, stade terminal, métastases multiples. « Combien de temps ?» demanda Martine une fois le médecin parti. « Ce n'est pas important », répondit Julien, mal à l'aise face à cette question directe. « Pour moi, ça l'est. J'ai des dispositions à prendre. Pour Léa. » Sa voix était faible mais déterminée. « Quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2, selon votre résistance au traitement. » Martine ferma les yeux un instant, comme pour absorber le choc, puis les rouvrit avec une résolution nouvelle. « Vous êtes venu pour des réponses, n'est-ce pas ?» Julien acquiesça silencieusement. « Aidez-moi à m'asseoir » demanda-t-elle, une fois installée. Martine attrapa un petit carnet dans le tiroir de sa table de nuit et le lui tendit. « Tous les dessins de Léa depuis ses 4 ans, regardez-les, puis revenez me voir, seul. » Intrigué, Julien prit le carnet et se retira dans un coin tranquille de l'hôpital. Ce qu'il y découvrit le laissa sans voix, page après page, des dessins d'une précision troublante pour une enfant si jeune, des lieux qu'elle n'aurait jamais dû connaître, l'intérieur du manoir Bernard, le bureau d'Alain avec son immense bibliothèque, le jardin d'hiver où Alice aimait se réfugier, plus perturbant encore, des visages, celui d'Alice, souriant sous différents angles, celui de son père, Alain Bernard, avec cette expression sévère si caractéristique, et même le sien, Julien, souvent représenté avec une ombre de tristesse que personne ne remarquait jamais. Le dernier dessin, daté de la veille,
montrait 2 hommes se serrant la main devant ce qui ressemblait à l'entrée d'une clinique. Julien reconnut sans peine son père. L'autre homme était Don André Lefranc. Quand il revint dans la chambre, Léa était de retour. Dessinant paisiblement sur un nouveau carnet, une infirmière l'emmena pour un goûter, laissant Julien et Martine face à face. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il sans préambule, le carnet serré dans sa main. « Elle voit des choses », répondit simplement Martine. « Des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir voir, comme sa mère. Sa mère. »« Alice », murmura Martine, les yeux soudain brillants de larmes. « C'est la fille d'Alice, Julien. » La révélation, bien que pressentie, le frappa avec la force d'un coup physique. Il s'assit lourdement sur la chaise près du lit. « C'est impossible. Alice est morte avant. Alice n'est pas morte dans cet accident, » l'interrompit Martine. « Elle a été enlevée par les Lefranc, maintenue captive pendant près d'1 an. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. La disparition d'Alice, les incohérences dans le rapport d'accident, cet enfant qui lui ressemblait tant. Je travaillais comme infirmière pour les Lefranc, poursuivit Martine, sa respiration de plus en plus laborieuse. C'est moi qui m'occupais d'Alice pendant sa captivité. Don André voulait se venger de votre famille à travers elle. Et Léa, commença Julien, mensa, est née en captivité, Alice. Elle n'a pas survécu à l'accouchement. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de protéger sa fille, de l'éloigner de cette guerre entre familles. Martine s'interrompit, secouée par une nouvelle quinte de toux. Quand elle reprit, sa voix n'était plus qu'un murmure. J'ai fui avec le bébé. J'ai falsifié les papiers. J'ai essayé de te contacter plusieurs fois, Julien, mais mes lettres restaient sans réponse. Mon père, comprit-il immédiatement. Il interceptait le courrier. Probablement, Alain savait pour la grossesse d'Alice. Je crois qu'il était impliqué dans l'accident. Et dans ce qui a suivi, cette révélation frappa Julien comme un coup de poignard. Son propre père, complice de la souffrance de sa fille. Pourquoi me raconter tout ça maintenant ? Parce que je suis en train de mourir, répondit-elle avec une simplicité désarmante. Et parce que Damien Lefranc a retrouvé notre trace. Il sait qui est Léa. Un frisson glacé parcourut l'échine de Julien. Comment peux-tu en être sûr ? Il est venu au restaurant la semaine dernière, prétendant être un inspecteur sanitaire. Il a posé des questions sur Léa, a demandé à voir ses papiers. J'ai compris qu'il savait. Martine saisit la main de Julien avec une force surprenante. Tu dois la protéger, Julien. Elle est tout ce qui reste d'Alice. Et elle a son don, en plus puissant. Ses dessins ne sont pas de simples coïncidences. Elle voit ce qui a été et parfois ce qui sera. Avant qu'il puisse répondre, une infirmière fit irruption dans la chambre. Monsieur Bernard. Un appel urgent pour vous au poste infirmier. C'était Jean Clément, sa voix tendue d'inquiétude. Julien, le restaurant de Martine Lemoine est en feu. Les pompiers sont sur place, mais l'incendie est violent. Il y a quelqu'un à l'intérieur selon les témoins. Qui ? Demanda Julien, son sang se glaçant dans ses veines. Une femme âgée et une petite fille, elles étaient monde parties chercher des affaires. Léa, s'écria Julien en raccrochant brutalement. Il se précipita vers la cafétéria, mais Léa n'y était plus. La bénévole lui expliqua qu'une vieille dame était venue la chercher il y a une dizaine de minutes, disant qu'elle devait récupérer des affaires importantes au restaurant, Colette. Et maintenant, elles étaient piégées dans l'incendie, sans réfléchir. Julien se rua vers la sortie, le cœur battant d'une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois depuis des années, il priait pour ne pas perdre ce dernier fragment d'Alice qu'il venait à peine de découvrir. Les flammes dévoraient dans la façade du restaurant, projetant des ombres dansantes sur les façades voisines. L'odeur âcre de la fumée saisissait la gorge, tandis que les pompiers luttaient contre l'incendie. Une foule de badauds s'était formée derrière le cordon de sécurité, leurs visages baignés d'une lueur orangée. Julien freina brutalement sa Bentley et se précipita vers le lieutenant des pompiers qui coordonnait les opérations. « Il y a une petite fille à l'intérieur » cria-t-il, cherchant à couvrir le vacarme des flammes et des sirènes. « On le sait, monsieur. 2 équipes tentent de pénétrer par l'arrière. » Mais le feu a pris dans la cuisine. C'est un véritable brasier. « Combien de temps ?» demanda Julien, le visage crispé par l'angoisse. Difficile à dire, la structure pourrait céder d'un moment à l'autre. À cet instant, une vieille dame émergea d'une ambulance, une couverture thermique sur les épaules.
Julien la reconnut immédiatement d'après la description de Jean. « Colette, la voisine de Martine. Où est Léa ?» demanda-t-il en l'agrippant par les épaules. « À l'étage » toussa-t-elle, les yeux rougis par la fumée. Elle voulait récupérer quelque chose dans la chambre de sa mère. Je n'ai pas pu la retenir. Et puis le feu s'est propagé si vite. Sans réfléchir, Julien s'élança vers le bâtiment, ignorant les cris des pompiers qui tentèrent de l'arrêter. Il connaissait les lieux pour les avoir visités lors de l'acquisition de l'immeuble. L'appartement au-dessus du restaurant possédait une entrée latérale. Peut-être moins touché par les flammes, l'air était irrespirable, chargé de particules incandescentes qui brûlèrent ses poumons à chaque inspiration. La chaleur, suffocante, faisait perler la sueur sur son front, tandis qu'il montait les escaliers 4 à 4, la fumée de plus en plus dense limitait sa visibilité à quelques mètres. « Léa » appela-t-il, sa voix se brisant sous l'effet de la toux. « Léa, où es-tu » Un faible gémissement lui parvint du fond du couloir. Il progressa à tâtons, guidé par ce son ténu qui semblait s'affaiblir à chaque seconde. Une poutre craqua sinistrement au-dessus de sa tête. La porte de la chambre était fermée. À travers les interstices, il apercevait des flammes qui léchèrent déjà les murs. « Léa, éloigne-toi de la porte !» D'un violent coup d'épaule, il enfonça le panneau de bois et pénétra dans la pièce envahie par la fumée. La petite fille était recroquevillée dans un coin, serrant contre elle une boîte métallique. Son visage, maculé de suie, était strié de larmes. « Viens !» ordonna Julien en la soulevant d'un geste. Le chemin du retour fut un cauchemar. Le feu avait gagné l'escalier, transformant chaque marche en un piège potentiel. Julien progressait lentement, protégeant Léa de son corps, chaque respiration devenant plus douloureuse que la précédente. Lorsqu'ils émergèrent enfin à l'air libre, les pompiers se précipitèrent vers eux. Julien sentit qu'on lui arrachait Léa des bras, qu'on le forçait à s'allonger sur un brancard. Un masque à oxygène fut plaqué sur son visage tandis que le monde tournoyait autour de lui. Sa dernière pensée consciente fut pour cette boîte que Léa tenait si fermement contre elle. Léger œdème pulmonaire, quelques brûlures superficielles, mais rien de grave, annonça le médecin en refermant le dossier. « Vous avez eu de la chance, monsieur Bernard. » Julien, assis sur le lit d'hôpital, écoutait d'une oreille distraite. Son regard était fixé sur la porte de la chambre voisine, où Léa était soignée, et la petite, en meilleure forme que vous, étonnamment. Les enfants ont parfois une résistance remarquable. Elle pourra sortir demain matin. Dès que le médecin quitta la pièce, Julien se leva péniblement et se dirigea vers la chambre de Léa. La petite fille était assise sur son lit, un masque à oxygène posé à côté d'elle. Elle dessinait avec application sur un bloc fourni par l'hôpital. « Bonjour », dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. Léa leva les yeux et lui sourit, comme si leur expérience partagée avait créé un lien invisible entre eux. « Tu as mal à la gorge ?» demanda-t-elle avec une sollicitude touchante. « Un peu, et toi ? Ça pique, mais ça va mieux. » Elle lui montra son dessin. C'est l'homme qui a mis le feu. Julien saisit la feuille, le cœur battant. Le portrait était saisissant de précision. Un homme élégant aux traits fins, aux tempes légèrement grisonnantes. Damien Lefranc. Tu l'as vu ? Dans le restaurant. Il sortait quand nous sommes arrivés avec Madame Colette. Il avait l'air pressé. Julien sentit la colère monter en lui, une rage froide qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je peux te montrer quelque chose ?» demanda Léa en désignant la boîte métallique posée sur sa table de chevet. « Ma maman m'a dit de te la donner si jamais il lui arrivait quelque chose. » C'était une ancienne boîte à biscuits, sa peinture écaillée révélant le métal terni par les années. Léa l'ouvrit délicatement, en extirpant plusieurs objets qu'elle disposa soigneusement sur le lit, un médaillon en argent gravé des armoiries des Bernard, un bijou de famille que Julien reconnut immédiatement, un petit carnet relié de cuir, visiblement usé, et une clé ancienne, en fer forgé, attachée à un ruban défraîchi. « C'est le journal de Maman Alice », expliqua Léa d'une voix douce. « Ma maman Martine me le lisait parfois, mais pas tout. Elle disait que certaines parties étaient pour quand je serais grande. » Julien prit le médaillon. Ses doigts tremblant légèrement, il l'avait offert à Alice pour ses 16 ans, un héritage transmis par leur grand-mère. « Tu sais qui je suis ?» demanda-t-il, la gorge nouée. Léa hocha gravement la tête. « Tu es mon oncle Julien, le frère de Maman Alice. » Il y avait dans sa voix une telle simplicité, une telle évidence, que Julien sentit ses yeux s'embuer. Cet enfant parlait de sa mère qu'elle n'avait jamais connue, de liens familiaux complexes, avec le naturel désarmant de l'innocence.
Maman Martine va mourir, n'est-ce pas ? demanda-t-elle soudain, ses grands yeux fixés sur lui. Julien hésita. Pris au dépourvu par cette question directe, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais oui, elle est très malade. Je le sais, répondit simplement Léa. Je l'ai vue dans mes rêves, comme j'ai vu que tu viendrais me chercher. Elle ouvrit le carnet d'Alice et lui montra une page écrite d'une écriture fine et élégante. Si tu lis mon journal, Jules, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je te confie ce que j'ai de plus précieux au monde. Protège-la comme tu m'as toujours protégée. Elle verra au-delà, comme moi, mais en plus fort. Ne crains pas ce don comme le faisait père. C'est un cadeau, pas une malédiction. Julien referma doucement le carnet. Submergé par l'émotion, Alice avait toujours eu ses visions, ses intuitions qu'Alain méprisait et que lui-même avait appris à ignorer pour ne pas contrarier leur père. Et maintenant, cette fillette aux yeux trop vieux pour son âge semblait porter le même fardeau. La clé, elle ouvre quoi ? demanda-t-il en reprenant contenance. La cachette secrète dans la chambre de Maman Alice, là où elle gardait les preuves. Les preuves. Des choses que papy Alain ne devait pas trouver, des papiers importants. Ma maman Martine m'a dit que c'était pour ça que Maman Alice avait eu un accident. Elle savait des choses dangereuses. Un frisson parcourut l'échine de Julien. Alice, sa petite sœur idéaliste, avait-elle découvert les pratiques douteuses de l'Empire Bernard ? Avait-elle payé de sa vie cette découverte ? Une infirmière entra dans la chambre, interrompant leur conversation. « Monsieur Bernard, Madame Lemoine demande à vous voir immédiatement. Son état s'est aggravé. » Julien se leva précipitamment, glissant le médaillon et la clé dans sa poche. « Je reviens vite, » promit-il à Léa. « Je sais, » répondit-elle avec un sourire triste. Mais Maman Martine, elle, ne reviendra pas. Bouleversé par cette certitude tranquille, Julien sortit de la chambre, le journal d'Alice serré contre lui comme le plus précieux des trésors. Dans ces pages reposaient peut-être les réponses aux questions qui le hantaient depuis trop longtemps. Et dans cette petite fille aux dons mystérieux, survivait l'esprit d'Alice, défiant le temps et la mort elle-même. Martine s'éteignit au milieu de la nuit, sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitres de l'hôpital. Julien était à son chevet, recueillant ses dernières paroles, des fragments de vérité chuchotés dans un souffle de plus en plus faible. « Promets-moi de la protéger, de l'aimer comme elle le mérite. »« Je te le promets, » répondit-il, serrant sa main décharnée. Un sourire passa sur les lèvres pâles de Martine. « Elle t'attend depuis toujours, tu sais. Dans ses dessins, c'est toi qui viens la chercher, pas un autre, toi. » Ses yeux se fermèrent doucement, comme si elle s'endormait. Le moniteur cardiaque émit un long signal continu que Julien contempla sans réagir, perdu dans ses pensées. Une infirmière vint constater le décès, puis sortit discrètement, le laissant seul avec ses questions sans réponse, et cette promesse qui pesait désormais sur ses épaules. Il passa le reste de la nuit à lire le journal d'Alice, découvrant une sœur qu'il n'avait jamais vraiment connue, une jeune femme lucide, qui avait percé à jour les machinations de leur père, ses arrangements avec des politiciens corrompus, ses transactions immobilières frauduleuses, une femme déterminée à faire éclater la vérité, quitte à détruire l'empire familial. À l'aube, il se rendit dans la chambre de Léa. La petite fille dormait paisiblement, son visage enfin détendu. Il s'assit à son chevet, observant ce mélange de traits qui lui rappelait tant Alice, mais aussi, il le remarquait maintenant, quelque chose d'élefrant, dans la courbe des sourcils, dans certaines expressions, qui était le père. Le journal d'Alice ne le mentionnait pas clairement. Était-ce des relations consenties pendant sa captivité ? Ou quelque chose de plus sombre ? Cette question le hantait. Mais au fond, quelle importance ? Cette enfant était innocente. Quelles que soient les circonstances de sa conception, Léa ouvrit les yeux, semblant sentir sa présence. « Maman Martine est partie », dit-elle simplement. Une affirmation plutôt qu'une question. « Oui », confirma doucement Julien. Dans son sommeil, elle ne souffrait pas. Léa hocha la tête, ses yeux secs mais emplis d'une tristesse ancienne. « Je savais que ça serait cette nuit. Je l'ai vue en rêve, avec Maman Alice. Elle se tenait la main sous un grand arbre en fleurs. » Une boule se forma dans la gorge de Julien. Comment expliquer à une enfant de 9 ans les complexités de la vie et de la mort ? Mais Léa ne semblait pas attendre d'explications. Elle connaissait déjà des vérités que beaucoup d'adultes passèrent leur vie à chercher. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle en s'asseyant dans son lit.
« Tu vas venir vivre avec moi, » répondit Julien. « Si tu veux bien, dans la grande maison avec le jardin. » Son visage s'était légèrement illuminé. « Pas tout de suite. D'abord dans mon appartement en ville, la grande maison. Je n'y suis pas retournée depuis longtemps, depuis la mort d'Alain, en fait. » Le manoir Bernard regorgeait de trop de souvenirs amers, de non-dits, de reproches silencieux. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de démarches administratives. Jean Clément confirma ce que Julien soupçonnait déjà. L'incendie était criminel. Des traces d'accélérateur avaient été retrouvées près de la cuisine. Et un témoin avait formellement identifié Damien Lefranc quittant les lieux peu avant le début du sinistre. Porter plainte exposait cependant Julien à des questions sur sa relation avec Léa, sur son intérêt soudain pour un modeste restaurant en faillite, des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre publiquement. Les funérailles de Martine furent simples et dignes. Dans le petit cimetière de la Croix-Rousse, Léa, vêtue d'une robe noire que Julien avait achetée la veille, se tenait droite comme une adulte, son petit visage grave observant chaque détail de la cérémonie. Julien remarqua qu'elle gardait constamment une main dans la poche de son manteau. Serrant quelque chose qu'il ne pouvait voir, quelques voisins, des clients fidèles du restaurant, 2 anciennes collègues infirmières de Martine, le cortège était modeste mais sincère. À l'écart, dissimulé derrière des lunettes noires, Jean surveillait les environs, à l'affût du moindre signe de la présence de Damien Lefranc. « Adieu, maman », murmura Léa en jetant une rose blanche sur le cercueil. « Merci de m'avoir protégée. » La cérémonie touchait à sa fin quand Julien remarqua une berline noire qui s'arrêtait à l'entrée du cimetière. Un frisson d'alerte parcourut son échine. Il fit un signe discret à Jean qui se rapprocha immédiatement. « Ma voiture est juste derrière l'église », murmura Julien. « Emmène Léa et attends-moi là-bas. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jean en scrutant les environs. Une intuition. Jean ne posa pas plus de questions, entraînant doucement Léa vers la sortie arrière du cimetière. À peine avait-il disparu de sa vue que Julien aperçut 3 hommes s'avançant entre les tombes. Il reconnut immédiatement Damien Lefranc à leur tête, élégant et froid dans son costume sombre. Les 2 hommes se dévisagèrent longuement, séparés par quelques rangées de pierres tombales. Un ancien conte refit surface dans l'esprit de Julien, celui des 2 scorpions emprisonnés dans un cercle de feu, condamnés à se battre jusqu'à ce que l'un d'eux périsse. Bernard salua finalement Damien avec une politesse glaciale. « Lefranc, tu n'étais pas invité. » Un sourire sans joie étira les lèvres de Damien. « Je tenais à présenter mes respects à cette pauvre Martine, une femme exceptionnelle, loyale. Jusqu'à la mort. » La menace était à peine voilée. Julien sentit la colère monter en lui, mais garda une expression impassible. Comme l'incendie l'a prouvé, n'est-ce pas ? Damien haussa légèrement les épaules. Un tragique accident. Heureusement que la petite s'en est sortie, une enfant si spéciale. Que veux-tu, Damien ? Demanda abruptement Julien, fatigué de ce jeu du chat et de la souris. La même chose que toi, j'imagine, justice. Justice ou vengeance ? Le visage de Damien se durcit. Y a-t-il vraiment une différence ? Ton père a détruit le mien, a volé notre fortune, notre réputation. Et maintenant, voilà que le destin place sous ta protection la fille unique d'Alice Bernard, ma cousine. Cette révélation frappa Julien comme un coup physique. Alice et Damien, cousins, impossible. Tu mens. Ta chère mère ne t'a jamais raconté ? Avant d'épouser ton père, Hélène Bernard était promise à mon oncle Marc Lefranc, une alliance entre nos familles qui aurait dû sceller des décennies de collaboration. Mais Alain l'a séduite, l'a enlevée presque. Premier acte d'une longue série de trahisons. Une détonation retentit soudain. Suivie de cris, l'un des hommes de Damien s'écroula, touché à l'épaule. Jean avait surgi d'entre les tombes. Arme au poing. « La police arrive !» cria-t-il à Julien. « Il faut partir !» Profitant de la confusion, Julien s'élança vers la sortie. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant rapidement, en jetant un dernier regard en arrière. Il vit Damien s'éloigner calmement dans la direction opposée, comme s'il se promenait dans un parc. « Où est Léa ?» demanda-t-il paniqué, en rejoignant Jean. « Dans la voiture avec Philippe, elle va bien. » En effet, la petite fille était assise tranquillement sur le siège arrière de la Bentley. Dessinant sur un carnet, elle leva les yeux à leur approche. « On rentre à la maison ?» demanda-t-elle simplement. « Oui, ma chérie, on rentre à la maison. » Ce fut seulement lorsque la voiture s'engagea sur le périphérique que Julien réalisa qu'il venait d'appeler Léa « ma chérie ».
un terme d'affection qu'il n'avait utilisé pour personne depuis la disparition de Claire. La vie qu'il s'était construite, faite de contrôle absolu et d'isolement calculé, s'effondrait autour de lui. Et étrangement, il accueillait ce chaos avec un sentiment proche du soulagement. L'appartement de Julien, un duplex de 400 mètres carrés au dernier étage d'une tour du quartier d'affaires, était l'antithèse parfaite du modeste logement de Martine. Tout y respirait le luxe froid et calculé. Mobilier design aux lignes épurées, œuvres d'art contemporain soigneusement sélectionnées, technologie dernier cri dissimulée avec élégance, Léa contemplait ce nouveau territoire avec une curiosité tranquille, ses petites mains effleurant les surfaces polies, ses yeux absorbant chaque détail. Elle semblait à la fois fascinée et étrangement détachée, comme si elle visitait un musée plutôt qu'un foyer. « Ta chambre est par ici », indiqua Julien, en la guidant vers l'aile est de l'appartement. Il avait fait préparer la pièce à la hâte, demandant à son assistante d'acheter tout ce qu'une fillette de 9 ans pouvait désirer. Le résultat était impersonnel mais confortable. Lit à baldaquin, bureau en bois clair, étagère garnie de livres soigneusement choisis, quelques peluches jamais câlinées trônant sur une banquette. « C'est très joli », dit poliment Léa, « mais je n'ai pas besoin de tout ça. » Elle sortit de son petit sac à dos, l'une des rares choses sauvées de l'incendie, un carnet à dessin, quelques crayons et une photo encadrée de Martine. « Voilà, c'est chez moi maintenant », déclara-t-elle en disposant ses maigres possessions sur la table de nuit. Cette simplicité désarçonna Julien, habitué aux caprices des enfants de son entourage, gavé de cadeaux pour compenser l'absence de leurs parents. « Je peux mettre la photo de Maman Martine ici ?» demanda Léa, cherchant visiblement son approbation. « Bien sûr, c'est ta chambre. Tu peux l'arranger comme tu veux. » Un silence inconfortable s'installa. Comment communiquer avec cet enfant qui n'était ni tout à fait une enfant ordinaire, ni tout à fait une inconnue? Julien se racla la gorge. « As-tu faim, Madame Fournier, ma gouvernante, peut te préparer ce que tu veux ?» Léa secoua la tête. « Non, merci, mais j'aimerais bien aller voir la cachette de Maman Alice. Le journal, la clé. » Julien avait presque oublié dans le tumulte des événements. « Tu sais où elle se trouve exactement ? Dans sa chambre au manoir. Derrière le tableau de la dame en bleu ?» Léa parlait avec l'assurance de quelqu'un qui décrit un lieu visité maintes fois. « Il faut appuyer sur la 3e étoile du plafond, et le panneau s'ouvre. »« Comment peux-tu savoir ça ?» demanda Julien. Troublé par cette précision, Léa haussa légèrement les épaules. Ce geste si caractéristique d'Alice quand elle était embarrassée. « Je le vois quand je ferme les yeux, comme si j'y étais déjà allée. » Le manoir Bernard se dressait au sommet d'une colline dominant la campagne lyonnaise, semblable à une forteresse de pierre et de verre, bâtie au XIXe siècle par un industriel de la soie. Il avait été acquis par le grand-père de Julien, puis rénové et agrandi par Alain, avec l'ostentation caractéristique des nouveaux riches. Julien n'y avait pas mis les pieds depuis les funérailles de son père. 4 ans plus tôt, Madame Rochard, la gouvernante qui vivait sur place, maintenait les lieux en parfait état, comme si le maître de maison pouvait rentrer à tout moment. « Monsieur Julien » s'exclama-t-elle en les accueillant sur le perron. « Quelle surprise! Si j'avais su, j'aurais préparé. » Son regard s'arrêta sur Léa, qui observait la façade du manoir avec une étrange intensité. « Et qui est cette jeune demoiselle ?»« La fille d'une amie » répondit évasivement Julien. « Nous ne resterons pas longtemps. Je dois récupérer quelques documents dans les anciennes affaires d'Alice. » Le nom de sa sœur sembla flotter dans l'air comme un fantôme invoqué. Madame Rochard se signa discrètement. « Sa chambre est restée intacte, comme vous l'aviez demandé. J'y fais le ménage chaque semaine. » Ils traversèrent le grand hall au sol de marbre, gravirent l'escalier monumental, puis empruntèrent le couloir est qui menait aux chambres de la famille. Les portraits des Bernard s'alignaient sur les murs, observant leur passage de leurs yeux peints figés dans une éternelle expression de sévérité. La chambre d'Alice était la dernière du couloir, celle qui offrait la plus belle vue sur le jardin et le lac artificiel en contrebas. Julien hésita un instant avant d'ouvrir la porte, comme s'il craignait de violer un sanctuaire. À l'intérieur, tout était préservé dans une perfection presque fantomatique, le lit à la courte pointe lilas soigneusement bordé, le bureau en acajou où s'alignaient encore quelques livres, la coiffeuse où reposaient des flacons de parfum à moitié vides. Le temps semblait s'être arrêté 9 ans plus tôt, figeant l'espace dans l'attente éternelle d'un retour qui n'aurait jamais lieu. Léa avança directement vers le mur du fond,
où était accroché un tableau représentant une jeune femme en robe bleue, contemplant un paysage montagneux. « C'est là », dit-elle simplement en pointant le plafond au-dessus du tableau. Julien approcha une chaise et monta dessus pour examiner le plafond orné de moulures complexes, parsemées de petites étoiles dorées. Il appuya sur la 3e comme indiqué par Léa. Un déclic se fit entendre, et une section du mur pivota légèrement, révélant un compartiment dissimulé. « Comment as-tu su ?» murmura-t-il. Ébahi par la précision des indications, Léa se contenta de sourire. Ce sourire énigmatique si similaire à celui d'Alice. Le compartiment contenait une mallette en cuir usé, fermée par 2 serrures. La clé que Martine leur avait confiée s'adaptait parfaitement à l'une d'elles. « Il manque une clé !» constata Julien, frustré. « Non, regarde !» intervint Léa en retournant le médaillon d'Alice. Le dos du bijou s'ouvrit sous la pression de ses petits doigts, révélant une minuscule clé nichée à l'intérieur. Avec des gestes d'une précision étonnante, elle la fit glisser dans la seconde serrure. La mallette s'ouvrit dans un grincement de cuir ancien. À l'intérieur, soigneusement rangés dans des chemises étiquetées, se trouvaient des documents, des photos, des clés USB et ce qui ressemblait à un petit magnétophone. Alice savait qu'ils essaièrent de la faire taire, murmura Julien en parcourant les premières pages d'un dossier intitulé « Opération Mirage ». Les documents détaillaient un vaste système de corruption impliquant Alain Bernard, plusieurs élus locaux et des entrepreneurs peu scrupuleux, des terrains agricoles reclassés comme constructibles après versement de pots de vin, des appels d'offres truqués, des permis de construire obtenus en violation flagrante des règles d'urbanisme. Plus troublant encore, un dossier entier était consacré au Lefranc, documentant avec précision comment Alain avait orchestré leur chute en s'associant secrètement avec leurs concurrents, en soudoyant leurs employés pour obtenir des informations confidentielles, en faisant pression sur leurs banquiers. Père savait qu'elle avait découvert tout ça, comprit soudain Julien, une nausée l'envahissant. Il a organisé cet accident, ou plutôt, il a créé les conditions pour que les Lefranc puissent l'enlever. Léa, qui examinait le magnétophone, le tendit silencieusement à Julien. Il appuya sur lecture, et la voix d'Alice, à la fois si familière et si étrangère après toutes ces années, emplit la pièce. 4 mars 2016. Aujourd'hui, j'ai confronté Père avec l'épreuve. Sa réaction a été pire que tout ce que j'imaginais. Il m'a dit que j'étais comme maman, trop idéaliste, trop faible pour survivre dans ce monde. Il m'a donné 2 choix, me taire et accepter une vie dorée, ou être détruite. Ses mots exacts étaient « Même Julien ne pourra pas te protéger cette fois. J'ai peur, mais je ne peux pas abandonner. Je sais qu'il me surveille maintenant. Je dois mettre ces preuves en sécurité et contacter le procureur Mercier. Si tu entends cet enregistrement, Jules, c'est que quelque chose m'est arrivé. Ne leur fais pas confiance. Aucun d'entre eux. » La voix s'éteignit, laissant un silence pesant dans la chambre figée dans le temps. Julien sentit une petite main se glisser dans la sienne. Léa le regardait avec cette étrange intensité qui lui donnait l'air bien plus âgé que ses 9 ans. Elle savait qu'elle était en danger, dit doucement la fillette. C'est pour ça qu'elle a préparé ma naissance. Que veux-tu dire? Dans son journal, elle écrit qu'elle a fait congeler ses ovules avant que tout commence, pour que si quelque chose lui arrivait, une partie d'elle survive, pour que tu ne sois pas tout seul. Cette révélation frappa Julien comme un coup au cœur. Alice, sa petite sœur, avait pensé à tout, avait tout prévu, même sa propre disparition, même ce lien de sang qui, des années plus tard, ramènerait sa fille vers lui, qui est mon père, demanda soudain Léa, sa question résonnant comme un écho à ses propres pensées. Julien hésita, cherchant dans les documents une réponse. Un certificat médical attira son attention, daté de quelques semaines avant l'accident d'Alice, une procédure de fécondation in vitro, utilisant les ovules préalablement conservés. Le nom du donneur le figea sur place. Marc Lefranc, murmura-t-il. Le frère de Don André, l'oncle de Damien. Le cercle des vengeances familiales venait de se refermer un peu plus étroitement autour d'eux. La route sinueuse serpentait entre les collines de Provence, bordées de cyprès élancés et de champs de lavande dont la floraison tardive teintait le paysage de touches violacées. Julien conduisait lui-même, refusant la présence de son chauffeur pour ce voyage particulier. À ses côtés, Jean Clément consultait régulièrement son téléphone. Vérifiant qu'il n'était pas suivi,
Tu es sûre de ces informations ? Demanda Julien, brisant le silence qui s'était installé depuis leur départ de Lyon 3 heures plus tôt. Aussi sûr qu'on peut l'être, répondit Jean. J'ai dû graisser quelques pattes, mais le directeur administratif de la clinique Les Oliviers a fini par parler. Une patiente correspondant à la description de Claire est internée là-bas depuis 15 ans, sous le nom de Charlotte Mercier. 15 ans, murmura Julien, ses mains se crispant sur le volant. Tout ce temps, dans le rétroviseur, il aperçut Léa qui somnolait sur la banquette arrière, son carnet de dessin serré contre elle. Après les révélations dans la chambre d'Alice, il avait longuement hésité à l'emmener, mais la laisser seule au manoir ou à l'appartement, même sous la protection de garde, semblait trop risqué avec Damien Lefranc qui rôdait. Et puis, il y avait cette étrange conviction que la présence de Léa pourrait être déterminante dans ce qui allait suivre, un sentiment irrationnel, mais puissant. « On arrive dans 10 minutes », annonça Jean en pointant un panneau. « Clinique psychiatrique Les Oliviers, 5 km. » L'établissement apparut au détour d'un virage, imposante bâtisse de pierre ocre nichée dans un parc luxuriant. De loin, on aurait pu la prendre pour un hôtel de luxe ou la propriété d'un riche industriel. Seuls les murs d'enceinte surmontés de caméras de surveillance et le portail gardé trahissaient sa véritable nature. « Comment procède-t-on » demanda Jean, tandis qu'il se garait sur le parking visiteur. Julien sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai un ordre signé par le juge Mercier autorisant la visite à Charlotte Mercier pour évaluation psychiatrique. Tu te présentes comme le docteur Leblanc, je suis ton assistant, avec un peu de chance. Ils ne vérifieront pas trop. Et la petite ? Ma fille, venue voir comment papa travaille, répondit Julien en réveillant doucement Léa. Tu comprends ce qu'on va faire ? La fillette hocha la tête, soudain parfaitement éveillée. On va voir Claire, l'amoureuse de ton cœur. Cette formulation enfantine, si juste dans sa simplicité, troubla Julien. Il n'avait jamais parlé de Claire à Léa, du moins pas en ces termes. L'accueil se déroula plus facilement qu'il ne l'espérait. Le nom du juge Mercier, un vieil ami de Jean, ouvrit les portes sans trop de questions. On les conduisit à travers des couloirs aux murs pastel jusqu'à une aile apparemment réservée aux patients de longue durée. « Charlotte est ici depuis si longtemps qu'elle fait presque partie des meubles », expliqua l'infirmière qui les guidait. Une patiente calme, pas d'épisodes violents, mutisme sélectif, trouble de la mémoire, période dissociative. Le diagnostic initial mentionnait une schizophrénie, mais franchement, je n'ai jamais été convaincue. Qui paie pour son séjour ? Demanda Jean, jouant parfaitement son rôle de médecin. Une fondation privée, la fondation Phoenix, je crois, tous les trimestres. Comme une horloge. Julien et Jean échangèrent un regard. La fondation Phoenix était l'une des nombreuses entités créées par Alain Bernard pour dissimuler certaines de ses opérations financières. La voici, annonça l'infirmière, en s'arrêtant devant une porte ornée du numéro 217. Je vous laisse. Appelez-moi avec ce bouton si besoin. La pièce était étonnamment lumineuse et spacieuse pour une chambre d'hôpital psychiatrique. De grandes fenêtres donnaient sur le parc, baignant l'espace d'une lumière dorée. Au mur, des dizaines d'aquarelles représentant toujours le même paysage. Un lac entouré de montagnes, avec d'infimes variations de lumière et de saison. Et là, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, se trouvait Claire, ou du moins ce qu'il en restait. Ses longs cheveux au burn autrefois si soyeux étaient maintenant striés de gris et coupés courts. Son visage, toujours beau, portait cette expression absente caractéristique des patients sous médication lourde. Ses mains fines, qu'il avait tant aimé voir danser sur le clavier de son piano, reposaient inertes sur ses genoux. « Claire », murmura Julien, incapable de contenir son émotion. Elle leva lentement les yeux vers lui, son regard vague semblant le traverser sans le voir. « C'est l'heure de la peinture », demanda-t-elle d'une voix rauque de peu d'usage. Julien s'approcha lentement, s'agenouillant devant elle pour se mettre à sa hauteur. « Claire, c'est moi, Julien. » Aucune réaction, aucune lueur de reconnaissance. Julien sentit son cœur se briser. Que lui avait-il fait pendant ces 15 années ? Elle est très confuse, intervint Jean qui examinait le dossier médical accroché au pied du lit. Les dosages de neuroleptiques sont impressionnants. Léa, qui était restée en retrait jusque-là, s'avança doucement, sans hésitation. Elle prit la main de Claire dans la sienne. « Bonjour, Claire », dit-elle simplement,
Je m'appelle Léa. Je suis la fille d'Alice. » À la mention de ce nom, quelque chose changea dans le regard vitreux de Claire. Elle cligna plusieurs fois des yeux, comme émergeant d'un long sommeil. « Alice !» répéta-t-elle, sa voix soudain plus claire. « Tu connais Alice ?»« C'était ma mère, » répondit Léa. « Et lui, c'est Julien. Tu te souviens de Julien ?» Claire tourna lentement la tête vers lui, l'observant comme si elle le voyait pour la première fois. Ses yeux s'éclairèrent progressivement d'une lueur de conscience. « Jules !» murmura-t-elle, en levant une main tremblante vers son visage. « Est-ce vraiment toi ?»« Oui, Claire, » répondit-il, sa voix se brisant. « C'est moi. Je suis venue te chercher. » Un sanglot étranglé s'échappa de sa gorge tandis qu'elle touchait sa joue, comme pour s'assurer de sa réalité. « Ils m'ont dit que tu ne voulais plus me voir, que tu avais signé les papiers. »« Jamais !» affirma Julien avec véhémence. « Je t'ai cherché pendant des mois. Mon père m'a dit que tu étais parti à l'étranger, que tu ne voulais plus entendre parler de moi, ni de... » Il s'interrompit, une pensée terrible traversant son esprit. « Claire, quand tu as disparu, tu étais enceinte, » confirma-t-elle, des larmes coulant librement sur ses joues creusées. De 3 mois. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'enfant, son enfant, qu'est-il arrivé au bébé ? Demanda-t-il. Redoutant la réponse, Claire ferma les yeux, comme pour puiser dans des souvenirs douloureux. Un garçon. Ils me l'ont pris après l'accouchement, ton père. Il a dit qu'il s'en occuperait, qu'il serait élevé comme un Bernard. Où est-il maintenant ? Intervint Jean, qui avait écouté l'échange en silence. Je ne sais pas, répondit Claire. Pendant des années, Alain venait me voir pour me donner des nouvelles, des photos parfois. Puis il a arrêté. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que Thomas était en pension en Suisse. Thomas, répéta Julien, savourant ce prénom qu'il découvrait, le nom qu'il aurait choisi lui-même. En hommage à son grand-père maternel, le téléphone de Jean vibra. Il consulta l'écran et fit signe à Julien. « Il faut qu'on parte, maintenant. Mes contacts à l'accueil disent que le directeur vient d'appeler la sécurité. Quelqu'un a vérifié nos identités. » Julien se tourna vers Claire, déchiré à l'idée de l'abandonner à nouveau. « On reviendra te chercher, » promit-il. « Avec un vrai ordre de libération, des avocats, tout ce qu'il faudra, je ne te laisserai pas ici. » Claire serra sa main avec une force surprenante. « Thomas ?» insista-t-elle. « Trouve Thomas d'abord. Il a 15 ans maintenant. Il doit savoir la vérité. » Des pas rapides résonnaient déjà dans le couloir. Jean entr'ouvrit la porte, vérifia, puis fit signe qu'il fallait partir par l'autre sortie. Une porte donnant sur une terrasse commune. « Je reviendrai », répéta Julien en embrassant Claire sur le front. « Je te le jure. » Ils s'échappèrent par le jardin. Évitant de justesse les agents de sécurité, John connaissait visiblement les lieux, les guidant par des sentiers secondaires jusqu'à une brèche dans le mur d'enceinte, dissimulée par des buissons épais. Une fois dans la voiture, Julien resta un moment immobile, submergé par les émotions et les implications de ce qu'ils venèrent de découvrir. « Un fils ?» murmura-t-il. « J'ai un fils de 15 ans quelque part. Et un cousin ?» ajouta doucement Léa. « Thomas est mon cousin. » Cette simple constatation ramena Julien à la réalité. Cet enfant qui regardait par la fenêtre, si calme malgré les circonstances extraordinaires, était désormais sa responsabilité, et quelque part, il y avait ce garçon, ce Thomas, son fils, qui ignorait tout de sa véritable histoire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jean en démarrant la voiture. « On retrouve Thomas », répondit Julien avec une détermination nouvelle. « Et ensuite, on met fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. » Dans le rétroviseur, il aperçut Léa qui dessinait déjà frénétiquement sur son carnet. Par-dessus son épaule, il distingua la silhouette d'un jeune garçon aux cheveux sombres, debout devant ce qui ressemblait à un bâtiment scolaire imposant. Le chemin vers son fils venait peut-être de s'ouvrir sous les doigts délicats de sa nièce. Institut Le Roset, Rolle, Suisse. Julien contemplait l'écran de son ordinateur, où s'affichait la liste des élèves boursiers de cette prestigieuse école. Le nom de Thomas Mercier y figurait, avec une mention spéciale, parrainage Fondation Phoenix. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur visite à la clinique Les Oliviers, 3 jours de recherches intensives, d'appels discrets, de faveurs sollicitées auprès d'anciens contacts. Jean avait mobilisé son réseau d'informateurs
tandis que Julien fouillait méthodiquement dans les archives de l'Empire Bernard à la recherche de toute trace de son fils. « C'est lui », confirma Jean en pointant la photo d'identité jointe au dossier. « Même structure faciale que toi au même âge, mêmes yeux. » Le garçon sur l'écran avait effectivement les yeux gris caractéristiques des Bernard, mais quelque chose dans son expression rappelait la douceur de Claire. Ses cheveux noirs étaient de coupé court, son uniforme impeccable, une vie soigneusement orchestrée par Alain Bernard depuis l'au-delà. « Qu'est-ce qu'il sait de ses origines ?» murmura Julien, plus pour lui-même que pour Jean. D'après son dossier, il croit être orphelin. Ses parents seraient morts dans un accident quand il avait 2 ans. La fondation Phoenix l'aurait pris en charge depuis. Léa, qui dessinait tranquillement dans un coin du bureau, leva les yeux de son carnet. « Il sait que c'est un mensonge, » dit-elle simplement. « Il cherche sa vraie famille depuis longtemps. » Julien avait cessé de s'étonner de ces déclarations. En 3 jours, la petite fille avait fait preuve d'une intuition si troublante qu'il commençait à accepter cette forme de connaissance inexplicable comme une réalité. « Comment le contacter sans éveiller les soupçons ?» demanda-t-il à Jean. « Si Damien Lefranc surveille mes mouvements, il saura immédiatement si je me rends en Suisse. »« Tu ne peux pas aller là-bas, » intervint Léa avec une conviction surprenante. « C'est un piège. » Jean et Julien échangèrent un regard interloqué. « Un piège, qu'est-ce que tu veux dire ?» En réponse, Léa leur montra son dessin. Un bâtiment scolaire majestueux au bord d'un lac, avec 2 silhouettes sur un ponton. L'une représentait clairement un adolescent, l'autre un homme élégant, dont le visage n'était pas visible. « C'est Damien », affirma-t-elle. « Il est déjà là-bas. » Jean sortit précipitamment son téléphone et composa un numéro. « Michel, c'est Jean. J'ai besoin d'une vérification urgente. Damien Lefranc est-il entré en Suisse récemment ?» Il écouta quelques instants, puis raccrocha, l'air grave. Il a pris un vol pour Genève hier matin. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'idée que Damien ait pu découvrir l'existence de Thomas avant eux était terrifiante. Que cherchait-il? À utiliser le garçon comme levier contre Julien? Ou pire encore, « Il nous faut un plan », déclara finalement Julien en se levant. Quelque chose que Damien ne pourra pas anticiper? La salle de conférence au sommet de la tour. Bernard bourdonnait de l'activité d'une 20aine de personnes. Avocats, relations publiques, conseillers financiers, tous convoqués d'urgence par Julien. Sur l'immense table en verre trônaient des dossiers estampillés, confidentiels, et des ordinateurs portables affichant des graphiques complexes. « Messieurs, dames, » commença Julien, debout face à l'assemblée. « Ce que je vais vous exposer ne doit pas quitter cette pièce. Vos téléphones ont été déposés à l'entrée pour une raison. » Il activa l'écran mural, qui afficha immédiatement un organigramme complexe de l'Empire Bernard. « Dans 5 jours exactement, lors de notre gala annuel, j'annoncerai la restructuration complète du groupe Bernard. Nous allons créer une fondation qui détiendra 51% des parts de toutes nos filiales. Cette fondation, baptisée Fondation Alice Bernard, sera dédiée à l'aide aux enfants victimes de violences et à la protection des lanceurs d'alerte. » Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Ce que Julien proposait équivalait à céder le contrôle de l'empire familial. « Second point, » poursuivit-il imperturbablement, « nous allons publiquement reconnaître et indemniser toutes les victimes des pratiques douteuses de Bernard Immobilier sous la direction d'Alain Bernard. Nos avocats ont préparé un accord-cadre qui permettra des règlements rapides sans recours aux tribunaux. » Cette fois, ce fut un tollé, le directeur juridique. Maître Voisin se leva d'un bond. « C'est de la folie. Vous exposez l'entreprise à des centaines de millions d'euros de réclamations, sans parler des poursuites pénales potentielles contre vous-même. »« J'en suis parfaitement conscient, » répondit calmement Julien. « C'est pourquoi j'ai déjà négocié un accord avec le procureur général. En échange de ma pleine coopération et de la restitution des sommes indûment perçues, je bénéficierai d'une immunité partielle. Et les actionnaires ?» s'inquiéta le directeur financier. « Ils ne laisseront jamais passer ça. Je détiens 67% des parts, » rappela Julien. « Et j'ai déjà sécurisé le soutien de plusieurs actionnaires minoritaires. La décision est prise. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Julien exposa méthodiquement son plan. Chaque détail avait été pensé, chaque contingence anticipée. L'opération de transparence qu'il orchestrait serait la plus spectaculaire que le monde des affaires français ait connue depuis des décennies. Quand la réunion s'acheva, seul Jean et son avocat personnel, Maître Rousseau, restèrent dans la salle. « Tu es conscient que tu signes ton arrêt de mort professionnel ?» demanda Jean. « C'est un prix acceptable », répondit simplement Julien. «
Et pour Thomas et Claire, comment ce plan les protège-t-il? Julien se tourna vers la baie vitrée, qui offrait une vue imprenable sur Lyon. Damien veut me détruire comme mon père a détruit le sien, en faisant cela publiquement, en sacrifiant volontairement ce à quoi il pense que je tiens le plus. Pouvoir, argent, réputation, je lui retire sa vengeance. Elle devient sans objet, ou tu le pousses à l'extrême, objecta Jean. Un homme acculé peut devenir très dangereux. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, répondit Julien en lui tendant une enveloppe. Pendant que tous les regards seront tournés vers ce gars-là, tu dois ramener Thomas et Claire en sécurité. La nuit était tombée, quand Julien rentra enfin à l'appartement. Léa l'attendait, assise dans le grand salon faiblement éclairé par une lampe de lecture. « Tu n'es pas couché », s'étonna-t-il en consultant sa montre. « Presque minuit. »« Je t'attendais », répondit-elle simplement. « J'ai fait un nouveau dessin. » Elle lui tendit une feuille où figurait le croquis d'une grande salle remplie de monde, sur une estrade, une silhouette masculine, visiblement lui, se tenait debout face à la foule, et dans un coin de la salle, partiellement dissimulée derrière une colonne, une autre silhouette pointait ce qui ressemblait à une arme. « Le gala », murmura Julien, un frisson parcourant son échine. « Damien sera là », confirma Léa. « Il ne veut pas juste te ruiner, il veut te tuer. » Julien contempla le dessin, étrangement calme face à cette révélation. Une part de lui l'avait toujours su. Cette vendetta ne s'arrêterait pas à la destruction financière ou à l'humiliation publique. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Léa, ses yeux scrutant son visage avec cette intensité troublante. « Exactement ce que j'ai prévu, » répondit-il, mais avec quelques ajustements. Il s'assit près d'elle, soudain conscient du poids qui pesait sur les épaules de cet enfant, trop jeune pour porter de tels fardeaux, et pourtant... « As-tu peur ?» demanda-t-il doucement. « Pas pour moi, » répondit-elle. « Pour toi. » Cette simple phrase, prononcée avec une telle sincérité, toucha Julien plus profondément que n'importe quelle déclaration d'affection. « Je ferai attention, » promit-il. « Et quand tout sera fini, nous formerons une vraie famille. Toi, Thomas, Claire et moi. » Léa sourit, ce sourire lumineux qui transformait son visage habituellement grave. « Je sais, » dit-elle. « Je l'ai vu aussi. » Elle lui montra un autre dessin, dissimulé sous le premier. Une scène paisible. 4 personnes dans un jardin ensoleillé, sous un grand arbre en fleurs. Une famille réunie. « Ce sera notre avenir », affirma-t-elle avec cette conviction déconcertante. Julien voulait la croire, plus que tout au monde. Il voulait croire à cette vision d'un futur où les ombres du passé se seraient enfin dissipées. Mais le chemin jusque-là serait semé d'embûches, et d'après le premier dessin, la première de ces épreuves l'attendait dans quelques jours à peine, sous la forme d'un homme déterminé à achever une vengeance vieille de 2 générations. « Va te coucher maintenant », dit-il doucement en l'embrassant sur le front. « Demain, nous avons beaucoup à faire. » Tandis que Léa disparaissait dans le couloir menant à sa chambre, Julien resta immobile dans le salon plongé dans la pénombre. Pour la première fois depuis des années, il priait, non pas pour lui-même, mais pour ceux qu'il avait enfin appris à aimer, le grand hôtel-Dieu de Lyon. Récemment restauré, brillait de 1000 feux en cette soirée de gala, ses façades historiques, illuminées par des projecteurs stratégiquement placés, se reflétaient dans les eaux calmes du Rhône. Une file ininterrompue de limousines déposait l'élite lyonnaise sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion. Politiciens, industriels, célébrités locales, tous attirés par l'événement qui promettait d'être le plus fastueux de l'année, le gala annuel de Bernard Immobilier était toujours un moment phare du calendrier mondain. Mais cette année, les rumeurs d'annonces exceptionnelles avaient décuplé l'intérêt des invités et des médias. Dans une suite transformée en quartier général, Julien ajustait sa cravate devant un miroir en pied. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme calme en apparence, mais dont la tension était perceptible dans la raideur de sa posture et la ligne serrée de sa mâchoire. « L'équipe de sécurité est en place », annonça Jean en entrant dans la pièce. Chaque invité est scanné à l'entrée, mais subtilement, comme convenu. « Des nouvelles de la Suisse ?» demanda Julien sans quitter son reflet des yeux. Thomas est en sécurité. L'extraction s'est déroulée sans accroc. Il est actuellement dans un jet privé avec Claire, en route pour la propriété au bord du lac d'Annecy. Julien ferma brièvement les yeux. Laissant échapper un soupir de soulagement, Claire et son fils, leur fils, étaient hors de danger.
C'était tout ce qui importait. Et Léa, avec Madame Rochard dans l'appartement sécurisé, comme prévu, la petite a insisté pour te donner ceci avant de partir. Jean lui tendit une enveloppe, à l'intérieur. Un nouveau dessin montrait la grande salle de réception, où se tiendrait le gala. Léa avait entouré en rouge une porte de service à l'arrière de l'estrade. Elle a dit que tu devais rester près de cette sortie, expliqua Jean, et que tu ne devais pas modifier ton discours, quoi qu'il arrive. Julien sourit faiblement. Même à distance, sa nièce veillait sur lui avec cette étrange prescience qui était devenue leur fil d'Ariane dans ce labyrinthe de danger. « Il est temps !» annonça maître Rousseau en consultant sa montre. « La salle est pleine. » Julien rangea soigneusement le dessin dans sa poche intérieure, juste au-dessus de son cœur. « Allons-y !» La grande salle de réception du Grand Hôtel-Dieu bourdonnait de conversations et de rires cristallins. 400 invités en tenue de soirée se pressaient autour des buffets somptueux et des bars à champagne. Sur une scène dressée à l'extrémité de la salle, un orchestre de chambre jouait discrètement des arrangements de musique classique. Dès son entrée, Julien fut assailli de toutes parts, mains tendues, sourires obséquieux, questions déguisées tentant de percer le mystère des annonces à venir. Il naviguait dans cette foule avec l'aisance de l'habitude, mais ses yeux ne cessaient de scruter les visages, cherchant celui qu'il savait présent quelque part. « Monsieur le maire est arrivé », murmura son assistante, « avec le préfet et 3 députés. Parfait. Et la presse. Tous présents. France 3 Régions, TF1, Le Progrès, des correspondants du Monde et des Échos. Exactement ce qu'il avait espéré, des témoins, beaucoup de témoins pour ce qui allait suivre. À 21h précises, les lumières baissèrent légèrement et l'orchestre cessa de jouer. Maître Rousseau monta sur l'estrade et s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir l'homme qui n'a pas besoin d'être présenté, Monsieur Julien Bernard. » Les applaudissements éclatèrent, tandis que Julien gravissait les marches de l'estrade. En prenant place derrière le pupitre, il repéra enfin Damien Lefranc, élégamment vêtu d'un smoking noir, posté près d'une colonne exactement comme sur le dessin de Léa. Leurs regards se croisèrent brièvement. Un éclair de haine pure dans les yeux de Damien, une détermination tranquille dans ceux de Julien. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix claire portant jusqu'au fond de la salle soudain silencieuse. « Merci d'être venus si nombreux ce soir. » Il marqua une pause, balayant du regard cette assemblée qui représentait le pouvoir économique et politique de la région. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire officielle de Bernard Immobilier, la success story d'Alain Bernard, petit promoteur devenu magnate de l'immobilier par son travail acharné et sa vision, l'empire qu'il m'a transmis et que j'ai continué à développer selon ses principes. Nouvelle pause, plus longue cette fois. Dans son coin, Damien s'était légèrement redressé, attentif à chaque mot. « Ce soir, je suis ici pour vous raconter la véritable histoire. » Un murmure surpris parcourut l'assistance. Ce n'était pas le discours habituel vantant les réussites de l'année écoulée et les projets grandioses à venir. L'empire Bernard s'est construit sur des mensonges, des corruptions, et la destruction calculée de familles entières. Le murmure se transforma en brouhaha stupéfait. Sur les visages, l'incrédulité se disputait à la gêne, et, pour certains, à une peur naissante, sans se laisser déstabiliser, Julien poursuivit, détaillant méthodiquement les pratiques frauduleuses qui avaient permis l'ascension fulgurante de Bernard Immobilier, pots de vin versés à des fonctionnaires, intimidation de propriétaires récalcitrants, manipulation de marchés publics. Parmi les victimes de ces méthodes, continua-t-il, son regard à nouveau fixé sur Damien, figurait la famille Lefranc, dont l'entreprise centenaire fut délibérément sabotée par mon père avec ma complicité active. À ces mots, Damien porta instinctivement la main vers l'intérieur de sa veste. Jean, qui ne l'avait pas quitté des yeux, fit un signe discret à 2 agents de sécurité positionnés à proximité. « Ces révélations ne sont pas de simples allégations », précisa Julien, en désignant des dossiers qu'un assistant distribuait maintenant aux journalistes présents. « Vous trouverez dans ces documents toutes les preuves nécessaires, collectées par ma sœur Alice avant sa disparition tragique il y a 9 ans. » Il raconta alors l'histoire d'Alice, sa découverte des malversations familiales, sa détermination à exposer la vérité, puis son enlèvement orchestré par les Lefranc en représailles. « La vengeance a engendré la vengeance, dans un cycle sans fin de violence et de ressentiment, » déclara-t-il, sa voix s'adoucissant. « Un cycle que je suis déterminé à briser aujourd'hui. » Il annonça alors la création de la Fondation Alice Bernard,
dédié aux enfants victimes de violences, et le plan d'indemnisation des victimes des pratiques frauduleuses de l'entreprise. Chaque déclaration provoquait une onde de choc dans l'assemblée. Mais Julien poursuivait imperturbablement, comme libéré d'un poids immense. « Enfin, dit-il en se redressant, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui devrait être ici ce soir. » Sur un signe de sa main, une porte latérale s'ouvrit. Un murmure collectif s'éleva lorsque Léa apparut, vêtue d'une simple robe blanche, escortée par Madame Rochard. La petite fille traversa la salle sous les regards interloqués pour rejoindre Julien sur l'estrade. « Voici Léa », annonça-t-il en posant une main protectrice sur son épaule. « Ma nièce, fille unique d'Alice Bernard et héritière légitime d'une partie significative de la fortune familiale. » Cette révélation déclencha un véritable tumulte. Les flashs des photographes crépitaient, les journalistes se précipitaient vers leur téléphone, les invités échangeaient des commentaires abasourdis. Dans cette confusion, seul Julien remarqua que Damian avait disparu de son poste d'observation. Suivant l'instinct qui lui disait de faire confiance au dessin de Léa, il se déplaça légèrement, se rapprochant de la porte de service indiquée sur le croquis. « La cérémonie d'inauguration de la fondation aura lieu dans 1 mois, poursuivit-il. Gardant une façade calme malgré son inquiétude croissante, « J'espère vous y voir nombreux pour ce nouveau chapitre de notre histoire commune. » À cet instant précis, la porte de service s'ouvrit brusquement derrière lui. Par réflexe, Julien poussa Léa sur le côté et pivota pour faire face à la menace. Damian se tenait là, un revolver à la main, le visage déformé par une rage froide. « Très beau discours, Bernard, » cracha-t-il. « Dommage que ce soit ton dernier. » Plusieurs femmes hurlèrent dans l'assistance. Les agents de sécurité, trop éloignés, tentaient désespérément de se frayer un chemin à travers la foule paniquée. « Je ne te rendrai pas ta fortune, Damien, » dit calmement Julien, les mains légèrement levées. « Mais je te rends ta dignité. N'est-ce pas ce que ton père aurait voulu ? Mon père voulait vous voir détruits, tous autant que vous êtes, » rugit Damien, son doigt se crispant sur la détente. « Comme le mien voulait voir les Lefranc anéantis, » acquiesça Julien. « Et regarde où ça nous a menés, à détruire des innocents comme Alice, comme Léa. » Le nom de la petite fille sembla ébranler momentanément Damien. Son regard vacilla, cherchant l'enfant qui s'était réfugié derrière le pupitre. « Elle est autant une Lefranc qu'une Bernard, » poursuivit Julien. Saisissant cette opportunité, « Le sang de nos 2 familles coule dans ses veines. Veux-tu vraiment qu'elle grandisse orpheline, marquée par un nouveau meurtre ?» Le bras de Damian trembla légèrement. Dans ses yeux, un conflit intérieur faisait rage. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » murmura-t-il. Plus pour lui-même que pour Julien. À cet instant, Léa émergea de sa cachette et s'avança lentement vers Damien, ignorant les gestes désespérés de Julien qui tentait de la retenir. Elle s'arrêta à quelques pas de l'homme armé. « Bonjour, cousin Damien, » dit-elle simplement, sa petite voix claire résonnant étrangement dans le silence tendu qui s'était abattu sur la salle. « Je t'ai dessiné aussi. 1 mois s'était écoulé depuis cette soirée qui avait fait la une de tous les journaux français, le magnate repenti, l'héritier qui dénonce son héritage, la rédemption de Julien Bernard. Les titres avaient fleuri, chacun plus sensationnel que le précédent, tandis que l'affaire prenait des proportions nationales. Des enquêtes avaient été ouvertes, des politiciens mis en examen, d'anciennes victimes enfin entendues. Quant à Damien Lefranc, la scène de son face-à-face avec Léa avait été immortalisée par des dizaines de photographes. L'image de cette petite fille en robe blanche, tendant un dessin à un homme armé, était devenue emblématique, reproduite dans des magazines du monde entier. Personne n'avait entendu les mots qu'elle lui avait murmurés après. Personne sauf Damien, qui avait lentement baissé son arme, les larmes aux yeux, avant de se laisser emmener par la police sans résistance. Aujourd'hui, sous un soleil printanier particulièrement généreux pour un début mai, une foule considérable s'était rassemblée dans le quartier Montplaisir, l'emplacement de l'ancien restaurant de Martine, entièrement détruit par l'incendie, avait été transformé en un élégant bâtiment de 3 étages, aux lignes contemporaines, entouré d'un jardin luxuriant. « Bienvenue à l'inauguration de la fondation Alice Bernard », annonça Maître Rousseau au micro. Debout sur une petite estrade dressée au milieu du jardin, je cède maintenant la parole à son fondateur, M. Julien Bernard. Les applaudissements crépitèrent, tandis que Julien s'avançait, vêtu d'un costume clair,
qui contrastait avec son habituel garde-robe sombre. Son visage semblait différent, moins dur, plus apaisé, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. C'est ici que Martine Lemoine, une femme d'un courage exceptionnel, a élevé la fille de ma sœur pendant 9 ans, la protégeant des ombres du passé. C'est ici que j'ai rencontré Léa pour la première fois et que ma vie a changé à jamais. » Il désigna le bâtiment derrière lui. La Fondation Alice Bernard accueillera des enfants victimes de violences familiales, leur offrira éducation, soutien psychologique et surtout un foyer sûr au premier étage. Un restaurant social formera des jeunes au métier de la restauration, perpétuant ainsi l'œuvre de Martine. Son discours se poursuivit, détaillant les projets de la Fondation, sa structure, ses ambitions, mais les regards de l'assistance étaient surtout attirés par le petit groupe assis au premier rang. Léa, bien sûr, mais aussi un adolescent à l'air timide et une femme dont la beauté, quoique marquée par les épreuves, demeurait saisissante. Et maintenant, conclut Julien, j'aimerais inviter ma famille à me rejoindre pour la plantation symbolique du premier arbre de notre jardin mémoriel. Léa fut la première à bondir de son siège, suivie plus lentement par Thomas et Claire. Ensemble, ils s'approchèrent d'un jeune chêne blanc aux branches encore frêles. Le chêne blanc était l'arbre préféré d'Alice, expliqua Julien, en saisissant une pelle dorée, un symbole de force tranquille et de résilience. Ils plantèrent l'arbre ensemble, chacun ajoutant une pelletée de terre autour des racines. Quand vint le tour de Léa, elle resta immobile un instant, les yeux fermés, comme en communion avec quelque chose d'invisible pour les autres. « Mama est ici ?» murmura-t-elle soudain, ses yeux s'ouvrant sur un regard lumineux. Elle dit que c'est l'endroit parfait. Un frémissement parcourut l'assistance. La réputation du don de Léa s'était répandue après le gala, alimentant rumeurs et spéculations. Certains la considéraient comme une enfant prodige, d'autres comme une petite manipulatrice habilement utilisée par son oncle. Mais ceux qui la connaissaient vraiment savaient qu'elle était simplement Léa, une enfant extraordinaire née de circonstances tragiques. Une fois la cérémonie de plantation terminée, les invités se dispersèrent vers les buffets installés dans le jardin. Julien entraîna discrètement sa famille vers un coin tranquille, à l'ombre d'un grand magnolia. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-il en s'agenouillant près d'un parterre de fleurs fraîchement plantées. Avec précaution, il écarta le paillis pour révéler une petite plaque de marbre gravée. « Ici repose l'amour de Martine Lemoine, gardienne de notre lumière. »« Tu as mis ces cendres ici ?» demanda Léa, les yeux brillants d'émotion. Julien acquiesça. « Elle m'a fait promettre de la ramener chez elle, si jamais. Je pense qu'elle serait heureuse de veiller sur les enfants qui viendront ici. » Claire s'approcha et posa une main sur son épaule. Ce contact simple, ravivant des souvenirs de tendresse longtemps enfouis. « Elle aurait aimé voir ça, » murmura-t-elle. « Voir la famille que nous sommes devenus. » Le chemin vers cette nouvelle famille n'avait pas été simple. Les retrouvailles avec Claire avaient été émotionnellement intenses, mêlant joie des retrouvailles et douleur des années perdues. Quant à Thomas, d'abord méfiant et révolté d'avoir été maintenu dans l'ignorance de ses origines, il commençait tout juste à s'ouvrir, à accepter cette nouvelle réalité. « Il y a autre chose », intervint Léa, tirant doucement Julien par la manche. « Viens voir. » Elle l'entraîna vers le chêne blanc qu'ils venèrent de planter. À sa base, un détail attira l'attention de Julien. Une petite protubérance dans la terre. « Creuse ici », indiqua Léa avec cette assurance tranquille qui la caractérisait. Intrigué, Julien s'exécuta, déterrant rapidement une petite boîte en métal rouillé. Son cœur manqua un battement lorsqu'il reconnut la vieille boîte à bonbons qu'Alice et lui avaient enterrée 30 ans plus tôt, lors d'un de ces étés insouciants qui précédaient l'emprise grandissante de leur père. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il, la voix nouée par l'émotion. Léa haussa les épaules avec ce geste si caractéristique d'Alice. « Je l'ai vue en rêve. Maman m'a montré où elle était, les mains légèrement tremblantes. » Julien ouvrit la boîte, à l'intérieur, préservée par l'étanchéité relative du contenant. Se trouvaient les trésors d'enfance qu'ils avaient jugés dignes d'être transmis au futur, quelques billes colorées, un petit soldat de plomb, des timbres étrangers, une dent de lait d'Alice soigneusement enveloppée dans du papier de soie, et une lettre, écrite de la main maladroite d'une Alice de 12 ans,
« Cher futur », lut Julien à voix haute, « si tu trouves cette boîte, c'est que notre famille existe encore. Jules et moi espérons que les Bernard sont devenus des gens bien, qui utilisent leur argent pour aider les autres et pas pour faire du mal. Papa dit que les affaires, c'est comme la guerre. Mais je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on peut réussir sans écraser personne. Jules dit que je suis trop naïve, mais je sais qu'au fond, il pense comme moi. Un jour, on changera les choses, c'est promis, avec tout notre amour. Alice et Jules Bernard, été 1989. Les larmes coulaient librement sur les joues de Julien lorsqu'il termina sa lecture. Claire avait passé un bras autour de ses épaules, tandis que Thomas et Léa observèrent la scène avec une émotion contenue. « Elle avait raison », murmura Claire. « Vous avez changé les choses ?» Julien releva la tête, contemplant tour à tour ces trois visages qui constituaient désormais son univers. « Nous avons changé les choses », corrigea-t-il doucement. « Et ce n'est que le début. » Au même instant, un phénomène étrange se produisit. Le jeune chêne blanc, qui n'aurait pas dû fleurir avant plusieurs années, se couvrit soudain de minuscules fleurs blanches, comme saupoudrées d'une neige de printemps. Les jardiniers présents échangèrent des regards stupéfaits. « Scientifiquement impossible », murmurait-il. « Un miracle botanique. » Léa, elle, souriait simplement, comme si elle assistait à un spectacle attendu, à quelques centaines de mètres de là. Assis sur un banc du parc voisin, Damien Lefranc observait la scène à travers des jumelles. Libéré sous caution en attendant son procès, il avait passé ces dernières semaines à réévaluer sa vie, ses choix, l'héritage de haine qu'il avait porté comme un fardeau sacré. Les mots que Léa lui avait murmurés ce soir-là résonnaient encore dans son esprit. « Dans mon dessin, tu ne tires pas, tu poses l'arme et tu souris. Parce que tu es fatigué d'être en colère. » Une fleur blanche, portée par la brise printanière, vint se poser sur son épaule. Damien la contempla un instant, puis la recueillit délicatement dans sa paume. Un signe, peut-être. Il se leva, rangea ses jumelles et s'éloigna d'un pas tranquille. Le cycle était brisé, les silences avaient enfin trouvé leur voie à travers l'innocence.